Hello and welcome to Prime Time Bitch. Bonjour mes petites goûts de l'enfer. Aujourd'hui on part sur une toute nouvelle thématique proposée par Alkaline, les menaces invisibles. Et pour traiter de cette thématique, je choisis de revenir sur une saga que j'aime d'amour, une saga qui a bercé toute mon adolescence et qui sent bon le Divix, avec la franchise Destination Finale, s'étendant de 2000 à 2011. T'es mort! T'es mort! Et je ne veux pas mourir avec toi! La saga est toujours en production avec un 6ème opus prévu pour 2023 et elle compte aussi 9 livres et 2 comics. Le premier Destination Finale est sorti en 2000 et a été réalisé par James Wong, qui signe aussi le scénario avec Glenn Morgan sur une idée de Jeffrey Reddick. Le tout s'accompagnant d'un casting saut 2000 avec Devon Sawa que vous avez sûrement vu passer dans La Main qui tue ou plus récemment dans la très bonne série Chucky. Et puis c'est Casper bordel! Ali Latter qui jouera dans la série Heroes, Sean William Scott, aussi connu pour être le grand stifleur de American Pie, ou encore Kerr Smith, principalement connu pour son rôle de Jack Maffey dans la série Dawson, créée par Williamson, car on en revient toujours à Scream. Ici, Destination Finale premier du nom sort alors que la nouvelle vague de slasher inaugurée par Scream touche à sa fin. Il propose un hybride entre le genre du slasher fantastique et le teen movie. Le concept est simple, une bande d'ados part en voyage scolaire à Paris, l'un d'entre eux a une vision de leur mort, une vision si réaliste qu'il sortira instantanément de l'avion avant son crash avec quelques-uns de ses camarades. Je regardais à travers le hublot. Oh, Carter. Ça a commencé à trembler, le côté gauche s'est détaché, ça a explosé. J'ai vu tout l'avion exploser. Et c'était très réel. Cependant, alors qu'ils se croiront sortis d'affaires, nos protagonistes seront vite rattrapés par la mort et son plan, les tuer un à un. Au départ prévu comme un scénario mettant en scène des adultes, la Scream Mania força les scénaristes à s'adapter quelque peu et à basculer dans le teen movie, sans pour autant abandonner la noirceur du script de base. À la manière de Scream, Destination Finale saura capter l'attention du spectateur par une scène d'intro inoubliable. Une scène d'intro qui n'est autre qu'un cauchemar, une vision afin de devancer la mort, mais aussi l'élément récurrent de la franchise. Un pitch qui n'est pas sans vous rappeler celui de Soul Survivor, l'unique survivante. Ici, Denise est la seule rescapée d'un crash d'avion, c'est une véritable miraculée qui ne présente quasiment aucune séquelle. Cependant, des événements étranges commenceront à se dérouler autour d'elle et elle sent qu'elle n'aurait peut-être pas dû survivre à ce crash, et que quelque chose la poursuit, peut-être bien la mort elle-même. Êtes-vous une des patientes de l'hôpital? Vous êtes malade? Si vous voulez, je peux vous accompagner à l'intérieur. L'unique survivante s'inspire là aussi des slashers, mais cette fois-ci de la première génération, tels que Vendredi 13 ou encore Halloween. Cependant, il a la volonté de changer quelque peu le concept du boogeyman et il décide d'écrire un script prenant racine autour de la culpabilité du survivant et du fort taux de suicide qui suit ce genre de drame. Quant à Destination Finale 1, il reprendra bon nombre du code du slasher, une bande d'ados qui seront tués un à un, des morts graphiques, mais aussi et surtout une final girl identifiable dès le début du long métrage. Mais il s'en détache sur un élément. Ici, la menace n'est pas tangible, bah oui, il s'agit de la mort. La mort utilise des éléments du quotidien afin d'assouvir son plan et de tuer les survivants du vol 180. Ainsi, les morts passeront pour des suicides ou encore des accidents, car la mort prend toujours soin d'effacer son passage, comme nous l'explicite la première mort, celle de Todd. À mon sens, la plus marquante du premier volet de la saga, car ici le spectateur comprend que personne ne se cache de la grande faucheuse, et que si un boogeyman peut être vaincu, les règles sont bien différentes quand on défie la mort. Personne ne pourra vous venir en aide, ici la menace est constante, elle peut surgir à tout moment, de jour comme de nuit, et rien ne sert de rester groupé dans Destination Finale, car elle vous aura tout de même. La mort est omnisciente, tout comme la tension qui se joue dans le film. Ici, Destination Finale 1 se détache des autres opus de la franchise en un point. Si la menace n'est pas tangible dans le long métrage, et si elle apparaît plus par un enchaînement de cause à effet, le long métrage illustre tout de même la présence de la mort par une ombre qui plane avant le décès de certains de nos personnages. Une présence qui ne sera plus du tout dépeinte de la sorte dans les autres volets, mais probablement un procédé nécessaire afin de donner les codes aux spectateurs pour les prochains opus. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni malchance, ni échappatoire. Il faut se rendre compte que nous ne sommes que des petites souris que le chat tient par la queue. Ce premier volet nous donne effectivement toutes les règles pour les opus qui viendront, même si certaines seront plus ou moins variables avec le temps. Le jeune Alex comprendra assez rapidement que la mort a un plan et qu'elle compte bien tuer un à un les rescapés du vol 180. Il comprendra aussi que tout n'est qu'une question de signes et de présages et qu'il peut devancer la mort, mais pourra-t-il la contrer ?
Destination Finale est un film culte des années 2000 qui fonctionne grâce à un concept original appuyé par une mise en scène intelligente. Tel le petit poussé, la mort sème des graines afin d'arriver au point culminant, une mort brutale et sans échappatoire. Et pour plus d'informations sur le premier volet de la saga Destination Finale, je vous renvoie vers la vidéo de Ace Modé. Mais tu peux tout aussi bien crever! 3 ans plus tard, fort du succès du premier film, la New Line décide de rempiler pour une suite. Et si Jeffrey Reddick sera de la partie côté scénario, le deuxième volet se fera malheureusement sans James Wong et Glenn Morgan. C'est David Richard Ellis qui passera derrière la caméra pour ce second opus. Destination Finale 2 est l'un des opus que j'aime le moins de la franchise. Je l'ai découvert quand j'étais adolescente et il m'a laissé de marbre sans que je sache vraiment pourquoi. Aujourd'hui, il est clair que la plus grande faiblesse de cette suite, c'est son scénario et ses personnages. Si les morts sont plus spectaculaires et plus sanglantes, s'ils réussissent avec brio à nous faire détourner le regard, les personnages sont expédiés au possible et ne sont ici que des archétypes agaçants, de la chair fraîche afin d'augmenter le body count de la grande faucheuse. Pire, cette suite ne reprend quasiment aucun membre du casting original et n'arrive même pas à garder une continuité entre les deux opus. Ici, Claire reviendra en final girl du premier film tandis qu'Alex sera tué entre les deux films par une brique. Il y avait tout de même mieux comme mise à mort pour ce personnage culte de la franchise. Alors oui, Devon Sawa ne reprenant pas son rôle, il fallait tout de même faire avancer l'intrigue sans lui, mais il méritait mieux que cette mort qui laisse un arrière-goût de flemme et de scénario bâclé à la va-vite. Ce second film choisit d'abandonner la tension et l'atmosphère du premier film au profit d'une horreur jouissive et récréative. Cette suite prend le parti de la surenchère avec une scène d'introduction qui prend un malin plaisir à dépeindre une à une les morts graphiques. Une formule qui se répétera par la suite dans les prochains volets de la franchise. Et si je n'apprécie pas particulièrement Destination Finale 2, je dois bien avouer que cette scène d'intro, cette vision est l'une de mes favorites de toute la saga, et peut-être bien celle qui m'a le plus marqué avec celle du troisième opus. Ici, le doute n'est plus permis dans ce second volet. La mort est inexorable. Elle peut attaquer à tout moment, même en plein jour. De plus, tout au long du film, nos protagonistes tenteront de vaincre la mort et de modifier son plan, mais ils ne feront qu'être un rouage dans le grand plan de la mort et causer leur propre perte. Une notion de fatalité beaucoup moins présente dans le précédent opus. Les règles changent quelque peu dans ce second volet. Ici, seule une nouvelle vie peut vaincre la mort, une piste scénaristique avortée dans le premier volet. En effet, dans les scènes coupées de Destination Finale 1, présentes dans les bonus du Blu-ray, un enfant naît de l'idylle entre Claire et Alex. Claire et Carter sont alors les deux seuls survivants et le plan de la mort est enfin contré grâce à la naissance de cette nouvelle vie. Mais devant des projections tests peu concluantes, cette fin alternative ne sera finalement pas gardée au montage et on préféra une fin beaucoup plus violente plutôt qu'un happy ending. Une formule que les prochains volets de la saga garderont et ce jusqu'au 5e et dernier opus en date. Avec Destination Finale 2, le spectateur est là pour du grand spectacle qui s'offre à lui, mais aussi pour voir le body count de la faucheuse augmenter considérablement. Ici, les mises à mort sont bien plus travaillées et réfléchies que la majorité des protagonistes. Outre des mises à mort bien plus poussées et graphiques, ce qui différencie cet opus du premier Destination Finale, c'est aussi l'âge des protagonistes. Contrairement à Destination Finale 1, nous ne sommes pas devant un teen movie, mais devant un film qui fait interagir des adultes ou des jeunes adultes. Fini le lycée et la bande du collège Abraham, ce second opus choisit de faire interagir des inconnus qui n'ont pas grand chose en commun. Malheureusement, l'alchimie n'opère pas, et si le trio Thomas, Kimberly et Claire est plutôt plaisant, il ne sera que de courte durée et ne sauvera pas vraiment ce long métrage qui a tout l'air d'un carambolage. Craig Perry, le producteur de la franchise, avouera que ce choix était une réelle volonté de se détacher du film qui tue des ados, mais que franchement, le film aurait été bien plus réussi avec une bande adolescente. Selon James Wong, le fait de faire interagir des personnages qui n'avaient aucune raison d'être réunis excepté à cause de cet accident ne fonctionne pas vraiment, mais selon lui, ce n'est pas nécessairement à cause de leur différence d'âge, c'est plutôt la manière de les réunir qui semble peu naturelle. Enfin, ce second opus tentera tout de même une continuité avec les événements du premier volet, puisque tous les survivants ne sont en vie que par l'intervention des rescapés du vol 180, et sont de ce fait, eux aussi sur la liste de la mort, une affiliation avec le premier Destination Finale qui fonctionne plutôt bien pour le coup. Vous l'aurez compris, je ne porte pas particulièrement Destination Finale 2 dans mon cœur, mais l'opus qui suivra saura me réconcilier avec la saga. Pour plus d'informations sur ce second volet, je vous renvoie vers la vidéo très complète de Corn Pop. 3 ans après le second opus, la mort reprend du service avec Destination Finale 3. Et cette fois-ci, James Wong sera à nouveau au cœur du projet. Avec les projections tests du précédent Destination Finale, la New Line a bien compris que ce qui attire les spectateurs dans ce slasher surnaturel où le boogeyman est autre que la mort, ce sont les mises à mort. Du spectaculaire, de l'improbable, du sang, ils en redemandent encore et encore. Et si Destination Finale 3 sera toujours plus inventif dans ses morts en calquant sur le second opus, il reviendra à la formule du premier Destination Finale en choisissant à nouveau des adolescents comme protagonistes et en s'inscrivant encore une fois dans la lignée des teen movies horrifiques. Cette fois-ci, le film suit Wendy Christensen et ses amis tandis qu'ils passeront leur soirée dans un parc d'attractions. Mais alors qu'ils s'apprêteront à vivre une sacrée frayeur dans un gigantesque grand 8, Wendy a soudainement une vision de leur mort.
La suite, vous la connaissez, on ne change pas une formule qui marche. Suite à cette vision cauchemardesque, Wendy et ses amis sortiront du dit manège, qui finira bien sûr par se cracher comme dans la prémonition de Wendy. Nos protagonistes sont sains et saufs, mais ce soulagement ne sera que de courte durée, tandis que la mort compte bien les rayer de sa liste. Destination Finale 3 opère un retour aux sources avec un excès de sébum, comme on les aime, mais aussi des morts complètement jouissives. Mention spéciale pour la mort dans les cabines d'UV, qui est probablement ma favorite de la saga et la plus fun. Je n'écouterai plus jamais la chanson Love Roller Coaster des Ohio Players sans penser à Destination Finale 3. La franchise a appris de ses erreurs, et ici les personnages sont beaucoup plus consistants que dans l'opus précédent, du moins pour les personnages principaux. Pour le reste de notre team, on est sur des archétypes too much et agaçants au possible. Personnellement, c'est toujours un plaisir de revoir Mary-Elizabeth Winstead en Némésis de la mort elle-même. Tout comme Destination Finale 1, la fin de ce troisième volet sera modifiée. Initialement, la fin de Destination Finale 3 devait tuer les survivants du roller coaster et ceux du deuxième film. Ainsi, la boucle serait bouclée. Dans le script original, les protagonistes des deux derniers opus se retrouvaient dans une conclusion sanglante. Cependant, l'un des deux acteurs de Destination Finale 2 n'étant pas disponible, les producteurs ont préféré réécrire la fin afin de ne pas laisser la fin ouverte avec un survivant. Une idée plutôt efficace qui sera savamment reprise dans le cinquième opus. Enfin, vous l'aurez compris, Destination Finale 3 est un long métrage que je porte dans mon cœur, probablement le premier Destination Finale que j'ai découvert d'ailleurs. Cet opus trouve le juste milieu entre les deux premiers opus, en reprenant l'aspect totalement jouissif des mises à mort du second volet, tout en ne négligeant pas l'écriture de ses personnages. L'alchimie des deux protagonistes principaux fonctionne à merveille, et c'est en partie ce qui fait que j'aime beaucoup Destination Finale 3, et que je trouve que c'est l'un des meilleurs de la franchise. Et ce, même s'il tue tout de même sa final girl dans une séquence de fin mémorable. À partir de Destination Finale 3, les séquences de fin sont tout aussi explosives que la scène d'ouverture, et on en redemande encore et encore. Il ne s'agira plus de créer une introduction marquante, mais de proposer un bouquet final d'enfer aux spectateurs. Allez, attaquons l'opus que j'aime le moins de la saga. Celui qui, à mon sens, a la palette de personnages la plus pétée de la franchise. Il s'agit de Destination Finale 4, bien sûr. Destination Finale 3 est un succès, et la New Line décide de relancer une nouvelle fois la franchise, mettant en scène les méfaits de la mort en personne. Tous les 3 ans, les spectateurs ont le droit à un nouveau volet dans la saga. Alors que Destination Finale 3 a été initialement prévu en 3D, c'est finalement ce 4e volet qui bénéficiera d'une sortie 3D. Et il s'agit là du seul point positif du film, c'est pour dire. Inclure la 3D dans la saga des Destinations Finales est véritablement ultra pertinent. Il renforce encore un peu plus l'aspect montagne russe et jouissif de la franchise. Quoi de mieux qu'une série de mises à mort mémorables, des mises à mort en 3D bien sûr, avec du sang qui vous arrive en plein visage et quelques os au passage. Ici pour ce 4e opus de la franchise, Eric Bress et David R. Ellis, les scénaristes et réalisateurs du second volet, sont à nouveau attachés à la franchise. Tiens, les deux longs métrages que j'apprécie le moins de la saga ont des dénominateurs communs. James Wong aurait dû réaliser cet opus, mais il a finalement dû abandonner le projet suite à un conflit d'horaire avec son autre long métrage, Dragon Ball Evolution. Bon, on fait tous des choix de vie compliqués. Les producteurs voulaient revenir à la formule du second film et ont ainsi contacté David R. Ellis pour qu'il prenne les rênes du projet. Mais voilà, si les morts en 3D sont plutôt sympathiques et si la séquence finale dans le cinéma est plutôt réussie, tant par la tension que par les effets 3D, les personnages sont clairement les pires de la franchise. Notre protagoniste a des visions too much, il est inexistant en termes d'écriture et ceux qui l'accompagnent ne font pas mieux. De même que les personnages secondaires ne servent encore une fois qu'à mettre en scène des morts jouissives. Sauf que elles sont pour la majeure partie oubliables, sauf exception de ce caillou dans l'œil. On s'en va. Les garçons, j'ai dit on s'en va. Et je ne vous lâche plus des yeux. Ici, Destination Finale 4 me laisse un arrière-goût de chlore désagréable et la sensation qu'il est vraiment en deçà des autres opus. Tout comme ses prédécesseurs, Destination Finale 4 a vu sa conclusion modifiée suite aux projections test. Dans la fin originale, Nick se sacrifiait afin de sauver les spectateurs dans la salle, et nos deux survivantes finissaient par se faire écraser dans un énième effet 3D douteux. Une fin modifiée pour finalement proposer une fin bâclée qui est à l'image de tout le long métrage. Bon, vous l'aurez saisi, je ne suis pas vraiment conquise par ce 4e opus, qui est à mon sens le plus faible de la saga. Et si ce qu'on avait fait n'avait servi à rien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si le fait d'être ici, à cet instant, était le plan prévu depuis le début? Nous sommes
seulement 2 ans après le 4e Destination Finale, et la mort décide de reprendre du service dans un opus étonnant qui se détache quelque peu de ses prédécesseurs tout en étant très réussi. Destination Finale 5 est avec le premier et le 3e opus celui que j'apprécie le plus de la franchise. Tout comme le précédent opus, il bénéficie d'une sortie 3D, et bordel, quelle 3D! Il s'agit à ce jour de la 3D la plus immersive que j'ai pu voir et celle que je prends le plus de plaisir à revoir. La scène d'introduction de Destination Finale 5 est somme toute banale si on la visionne en 2D, mais si vous avez la chance de la découvrir en 3D, foncez, vous ne serez pas déçus. Ce 5e opus est une véritable bonne surprise car il ne se contente pas de reprendre une formule qui marche et de la répéter en boucle, mais il réinvente la franchise. Alors oui, Destination Finale 5 bénéficie bien de la mythique scène d'intro qui n'est autre qu'une vision prémonitoire. Cependant, il se détache des autres tropes de la franchise. En effet, Sam, notre protagoniste, n'a jamais de vision concernant les morts qui surviendront. Seul l'ordre de passage sera conservé dans le procédé de la mort, ainsi que l'apparition de Tony Todd en guide spirituel de la saga. Ici, les morts seront bien plus réussies et marquantes que dans le précédent opus. Le réalisateur joue avec nos sens et tente de nous mettre dans un inconfort constant. La meilleure illustration de cet inconfort n'est autre que la scène du clou durant la séance de gymnastique, une scène qui joue vraiment avec les nerfs du spectateur. Mais l'élément majeur qui détache Destination Finale 5 des autres longs métrages de la franchise, c'est le personnage de Peter. S'il y a bien une règle qui définit la saga, c'est que la menace n'est jamais tangible, puisqu'il s'agit de la mort. Alors oui, le premier opus met en scène une ombre qui plane autour de nos personnages, mais on ne voit jamais la mort en action. Ici, la menace est double, puisqu'elle vient bel et bien de la mort dans la première moitié du long métrage, mais finira par venir de Peter. Le personnage se transformera ainsi en un psycho-killer, prêt à tout pour survivre, n'ayant plus aucun scrupule sur le fait d'ôter une vie. Et il est difficile de ne pas faire le lien entre ce personnage et les slashers conventionnels, alors qu'il poursuit Molly avec un couteau dans l'affrontement final. Un parti pris qui pourra déplaire aux fans de la franchise, mais apporte tout de même un vent de fraîcheur dans les destinations finales, ainsi qu'une volonté de renouveau. Et attention, c'est là que je vais turbo spoiler. Le vrai plus du film, c'est son final. Si Destination Finale 3 n'avait pas pu boucler la boucle en réunissant le casting du 3e et 2e opus, ce dernier opus en date réussira l'impossible en faisant de Destination Finale 5 le préquel de toute la franchise. Alors que Sam et Molly s'apprêtent à partir à Paris et qu'ils pensent être sains et saufs, les spectateurs découvriront avec stupéfaction qu'ils sont dans le vol 180 en compagnie d'Alex et de sa joyeuse bande. En effet, le long métrage ne situe jamais vraiment son action et intuitivement le spectateur part du principe qu'il se passe après les événements du 4e film. Mais il n'en est rien et finalement, le premier incident de la saga tente de rattraper Molly et Sam. De même que le long métrage sera parsemé de références au nombre 180 et fera même un petit clin d'œil à Destination Finale 4. Enfin, Destination Finale est une saga que j'aime beaucoup et que je trouve très qualitative, et j'ai très hâte de visionner le 6e opus qui vient d'être annoncé. Vous pouvez trouver les 5 opus dans un coffret Blu-ray avec de nombreux bonus. Pour ce qui est des 2 opus en 3D, ils sont sortis dans des éditions individuelles. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de À Regarder dans le Noir de nous proposer leur carte blanche. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo À Regarder dans le Noir. Bah non On n'est pas sur notre chaîne. Autant pour moi. Salut à tous et merci à Mylène de nous inviter une nouvelle fois cette année pour sa carte blanche. Ça nous fait toujours très plaisir. Comme mon t-shirt. Ouais, c'est exprès pour cette occasion et il l'a même pas repassé. Donc pour cette carte blanche, on va vous parler de Ricker, sorti en 2005. Donc Ricker est un slasher sorti en 2005 qui met en scène 5 jeunes adultes se rendant à travers le désert vers une rave nommée Zone 52. T'as la ref ? Subtil. Sauf que, ça va pas se passer comme prévu, ça va même méchamment partir en cacahuète parce que sinon il n'y a pas de film en fait. Ils vont donc être contraints de s'arrêter dans un restaurant d'autoroute, au bord de la route, abandonné. Et là, ils vont commencer à avoir des visions très cheloues. Comme par exemple des cadavres en devenir qui déambulent joyeusement. Deuxième effet qui se coule, une odeur nauséabonde les poursuit. D'ailleurs, elle semble même semer la mort partout où on la sent. Alors le film est réalisé par un certain Dave Payne, non c'est pas le frère de Max, à qui l'on doit La famille Adams, Les Retrouvailles, pas le premier, Ni le deuxième. Alien Terminator, alors non c'est pas un crossover entre deux franchises du cinéma. Mais vous noterez cette affiche de qualité qui donne très envie de voir le film. Enfin en tout cas moi personnellement, ça me donne envie. Et un film nommé No Man's Land Rise of the Ricker, qui est donc la suite de ce Ricker. Alors au casting, on va retrouver Derek Richardson, qu'on a vu notamment dans Hostel, qui est un très bon film aussi, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Et un autre film qui est un peu moins bon, Dumb and Dumberer, quand Harry rencontre Sally, mais c'est pas ça.
C'est quand Harry rencontre Aloy. C'est ça. Je me sens sale de connaître ce titre. On y voit également Ariel Cable, qui elle a joué dans The Vampire Diaries, la fameuse série que beaucoup connaissent, mais moi je la connais pas. Toi non plus. C'est fou. Et également dans 2 chapitres de ce magnifique film After qui est disponible sur Amazon Prime, chapitres 2 et 3. Je savais même pas qu'il y en avait autant. Et enfin, on termine, le meilleur on le garde pour la fin, avec Michael Fucking Ironside. qu'on a vu quand même dans Starship Troopers par exemple. On s'excuse, au moins il y a une pointure au casting. Alors pourquoi ce film, nous direz-vous, puisque ceux qui l'ont vu nous diront bah oui, mais en fait la menace elle apparaît physiquement à l'écran. Pas faux, mais pas juste non plus. Alors effectivement, la menace apparaît physiquement à un moment donné du film à l'écran, mais attention aux pirouettes scénaristiques, il faut attendre les tout derniers instants du film sans spoil pour comprendre le caractère intangible de la menace, et donc, de facto, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j'allais placer ça. Nous, on adore. On se retrouve de facto devant une menace qui est bien invisible et inéluctable. T'as vu? J'ai envie de passer des beaux mots et après de faire des t'as vu. T'as vu? Wesh. Ah ouais. Bien. Ouais, ok. Alors à noter que le film en 2005 s'est totalement fait défoncer à la fois par la critique et par le public à sa sortie. Et d'ailleurs encore aujourd'hui le film est assez clivant, tantôt adulé et tantôt vraiment pas du tout adulé. Conspué même, je dirais. Tout à fait. Tu le sens, mon gros vocabulaire. Alors pour nous, ce film mérite d'être réhabilité. Alors on va pas crier non plus au chef-d'œuvre, on est à mi-chemin entre les deux clivages. Mais c'était important pour nous de réhabiliter ce film, même si, de manière très honnête, il souffre de pas mal de tares inhérentes aux productions horrifiques des années 2000. Que ce soit de par sa photo, de par certains tics de réalisation, ou de par l'écriture de ses personnages. Alors Ricker, c'est un film à petit budget, donc c'est quand même bon de le souligner. Hein, et vous connaissez en plus notre passion pour les films à petit budget, parce que nous on les défendra toujours. Non, pas toujours. Sauf s'il est indéfendable. Mais en tout cas, ceux qui sont bien, eh ben on les défend. Et d'ailleurs, le film se laisse regarder sans mal, avec le fameux hit combo, bière, pizza, potes. Avec beaucoup de bière. Et beaucoup de potes. Bon, pas forcément. Et beaucoup de pizza. Beaucoup de pizza. Ça sert tellement à rien. Et d'ailleurs, au passage, vous pourrez de temps en temps lâcher un petit « Oh putain, c'est dégueu !» Tu vois comment? Souvent même. Parce que bien évidemment, le film va apporter des effets gore tout à fait dégueulasses, et très bien foutus pour le coup, et d'un mauvais goût totalement assumé, et c'est là que c'est bon. Alors en termes de mauvais goût, petit teasing, pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez par exemple retrouver une scène de mort sur des chiottes de campagne bien cradingues avec en gros mixage de boyaux. Une mort par mixage de boyaux, littéralement, c'est comme ça dans le film. Il faut bien comprendre que là, on est devant un film gore bien grand guignolesque, tu vois, un petit peu comme un vieux Peter Jackson, parce que pas le Seigneur des Anneaux. À la fois grand guignolesque et bien cradingue quand même. Et d'ailleurs, que ce soit dans les mises à mort ou dans les apparitions cauchemardesques. Psst, pour la petite anecdote, la station-service qu'on voit dans le film, c'est la même que dans La Maison des Mille Morts. Et ouais. Bah oui, la station-service du capitaine Spaulding. Alors si jamais, malgré notre petit teasing, vous arrivez à vous ennuyer devant le film, bah vous pourrez toujours faire un petit body count, parce que le film, il a quand même son côté nanar, on va pas se mentir. Dans la mesure où le film est quand même pétri de certaines erreurs de continuité et autres faux raccords. Mais c'est marrant. C'est rigolo. Donc bon, le classique, on peut par exemple voir l'équipe de tournage et le matériel full screen, pour ainsi dire. Il y a aussi des erreurs de continuité telles que par exemple la dénommée Cookie qui saigne du nez et sur le plan après non, ou ses vêtements qui sont tachés et sur le plan d'après qui sont tout propres et qui sont resales après. Non mais je crois qu'elle saigne du nez mais qu'après son nez il saigne toujours mais ses vêtements sont propres. Je crois pas que... Enfin bref, donc, voilà. On va notifier que c'est une petite erreur de montage. Mais dans c'est ce genre pas de production, grave. on pardonne. On pardonne. Ou pas. Si, on pardonne. On pardonne pas dans un blockbuster, parce qu'il y a plein de gens qui sont derrière. Dans un film à petit budget, on a droit. Donc, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'était une petite série B des années 2000, eh bien ce film, il est clairement fait pour vous. Puisqu'en plus de ça, il est dégueulasse, zéro prise de tête. Efficace en termes de rythme Oui, et c'est de pas mise à faux. mort. Tout à fait. Surtout en termes de mise à mort des Drôlatique, dirais-je. drôlatique. Bref, foncez, vous devriez kiffer. Et au pire, on vous a fait un petit décompte de ce que vous pouvez relever dans le film. Et ça, c'est fun aussi. C'est pour nous. Surtout quand on est entre potes. C'est tout pour nous. Encore une fois, merci à Mylène pour cette invitation. Encore une fois, j'ai mis mon plus beau t-shirt exprès pour toi. Merci, à bientôt. C'est vraiment pourri ça, à bientôt.
Merci beaucoup à la chaîne À Regarder dans le Noir de nous avoir proposé leur carte blanche. Je vous mets leur chaîne en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Cauchemardez bien.